Monsieur le Président, chers collègues, à mon tour, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, d'avoir une pensée émue pour les Strasbourgeois dont la ville a été frappée en plein cœur le 11 décembre dernier. Et nos esprits se tournent bien sûr particulièrement vers les personnes décédées, les blessés et leurs familles dans la douleur suite à ce drame ignoble. Nous nous sommes quittés le 23 octobre dernier et depuis cette date, force est de constater que des choses se sont passées, que notre pays a été bousculé. Bousculé par le retour d'actes terroristes dont on sait que la menace pèse toujours lourdement. Bousculé par le mouvement des Gilets jaunes qui a surgi dans notre pays, portant l'expression des classes moyennes et populaires en souffrance. Cette crise n'est d'ailleurs pas que française, puisqu'elle a pris la forme du Brexit, de l'élection surprise de M. Trump, du gouvernement d'extrême droite et d'extrême gauche en Italie ou encore de l'élection de M. Bolsonaro au Brésil. Depuis 40 ans, les gouvernements disent à ses citoyens « Attendez un peu, soyez patients, ça va aller mieux, ça va redémarrer, tant en termes d'emploi que de pouvoir d'achat ». Le discours sacrificiel ne fonctionne plus et c'est la raison pour laquelle le président Macron arrive en bout de course et catalyse ce malaise social, ce ras-le-bol général sur sa personne, alors que paradoxalement, il a cette année redonné du pouvoir d'achat à ses femmes et à ses hommes. Aujourd'hui, les Français présentent au président de la République la facture de 40 ans d'échecs politiques. La désindustrialisation, la disparition des services publics, la fracture territoriale avec les métropoles qui, depuis 5 ans, avec la région parisienne, concentrent l'essentiel des créations d'emplois et également avec l'étalement urbain qui a éloigné les salariés de leur lieu de travail et ainsi dégradé leur qualité de vie. Ce sont aussi des projets démesurés d'élus locaux qui étaient critiqués sur les ronds-points, nous imposant de réfléchir à nos priorités. Nous avons enfin trop longtemps admis comme normal la grève des urnes d'une partie de nos concitoyens. Face à cette incurie, chacun doit prendre sa part car nul n'a su réformer le pays afin de résoudre la délicate équation de l'optimisation et la rénovation de la dépense publique et des services publics, seul moyen de parvenir à la baisse des impôts et donc à la hausse du pouvoir d'achat. Ne nous y trompons pas, le coup de semonce envoyé par le pays ne s'adresse pas qu'au sommet de l'État, mais à nous aussi. La défiance à l'égard des élus est grande. Nous pourrions échanger longuement pour savoir si nous sommes pour ou contre ce mouvement 2.0, sur les revendications des Gilets jaunes qui, partis du pouvoir d'achat, ont évolué pour devenir parfois confuses, souvent protéiformes et parfois également antinomiques, ou encore sur la manière dont le gouvernement a géré cette crise majeure. Mais finalement, ce n'est ni de cela, ni d'ailleurs des mesures annoncées par le président et son Premier ministre dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est que d'abord, ce mouvement est la preuve que notre pays doit être réformé pour que nous puissions obtenir des avancées économiques et sociales et qu'il y a urgence. Dans un monde où tout va vite, où les peuples sont de plus en plus impatients et leurs gouvernants rapidement impopulaires, on ne peut plus répondre par un discours sacrificiel, mais l'action s'impose. Chacun devra prendre ses responsabilités pour contribuer dans le cadre d'un débat démocratique à la conduite des réformes. Nous avons fermé les yeux sur ce que l'on ne voulons pas voir. Nous avons été sourds pour ne pas entendre. Le pays se rappelle aujourd'hui à nous. Nous devrons être à la hauteur du défi. Je mets d'ailleurs en garde ceux qui, sur les rives paisibles de l'opposition, auront le discours de la facilité car les échéances électorales approchent. Je tiens à leur dire qu'alors ils n'ont rien compris au mouvement populaire qui s'est exprimé ces dernières semaines et les Gilets jaunes sont lucides sur les démagogues qui n'attendent qu'une chose, l'heure d'arriver au pouvoir. La deuxième chose que je souhaite exposer ici, c'est vous dire que le 1er décembre, en tant que citoyenne, j'ai eu mal, très mal de voir comment notre pays, notre mère patrie a été attaquée, violentée, méprisée par les agitateurs, les casseurs, les pilleurs, ces hommes qui se sont radicalisés ou qui ont infiltré le mouvement des Gilets jaunes.
Des violences rarement atteintes avec la volonté de détruire et pour certains de tuer nos forces de l'ordre. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés et saccagés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants et des journalistes soient menacés, que l'Arc de Triomphe soit vandalisé et souillé, sans compter les morts et les blessés. Ce qui s'est passé est à la fois honteux et indigne de notre pays, de notre histoire, et n'avait rien à voir avec l'expression d'une colère légitime. Et ne nous y trompons pas, les coupables de ces violences ne souhaitent pas de changement, ne souhaitent aucune amélioration, ils ne veulent que le chaos. En tant qu'élu ensuite, mon désarroi s'est accru dans les jours qui ont suivi face à la mauvaise foi et l'irresponsabilité d'une partie de la classe politique encline à la récupération et à la démagogie outrancière, allant jusqu'à appeler à un acte 4 et 5 de la révolte. Je parle ici de ceux qui, perdant du terrain électoral, rêvent encore d'exercer le pouvoir et essayent de capter l'énergie des mouvements populaires. De ceux qui secouent les haines et les peurs dans l'espoir de les gonfler et qui rêvent toujours de leur grand soir, de ceux qui cautionnent de marcher sur l'Élysée. Je parle ici de ces élus de la République qui promettent au président Emmanuel Macron le même destin que John Fitzgerald Kennedy. Je parle ici de ceux qui haïssent les institutions, de ceux qui appellent à la démission du président, de ceux qui alimentent ou s'alimentent des fake news sur les réseaux sociaux, et qui, attisant les haines et suggérant les violences, mettent de facto en danger la vie des citoyens qui portent une parole. Ceux-là même qui applaudissaient ou faisaient applaudir nos forces de l'ordre défilant sur les Champs-Élysées au lendemain des terribles attentats de novembre 2015 à Paris, par leur attitude odieuse et révoltante, n'ont pas hésité à les mettre en danger, et cela parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur des enjeux, mais simplement à la hauteur de leurs égaux. Des forces de l'ordre remarquables, de patience, d'exigence, de courage et de bravoure, qui sortent blessés, violentés, meurtris, épuisés et qui ont entendu scander dans la foule « On va tous vous tuer ». Les élus de la République ne doivent jamais oublier que la liberté de manifester n'est pas celle de l'insurrection, que la liberté de proposer, de critiquer, de s'opposer n'est pas celle de manipuler. Tout cela est gravissime, mais ce n'est pas tout, car c'est à mon sens un autre danger que ces opportunistes font planer au-dessus de nos têtes, et pas des moindres. Ces attitudes menacent nos institutions républicaines, garantes de la démocratie représentative, seul régime légitime dans le pays de la Révolution et des Lumières. Monsieur le Président, mes chers collègues, au moment où certains souhaitent un pouvoir autoritaire et militaire, je vous le dis, moi j'ai la République chevillée au corps. Nous pouvons et nous devons croiser le fer des mots et des idées, mais les symboles et les valeurs de la République sont notre bien commun, un bien précieux que nous devons préserver et pour lequel nous avons un devoir d'union sacrée. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans cette période qui s'est écoulée, depuis notre dernière séance plénière, nous avons aussi fêté le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, autrement appelée la Grande Guerre ou la Der des Der, et qui, on le sait, ne l'a pas été. Il n'y a pas une ville, pas un village qui n'a commémoré pour honorer la mémoire de ces 1,4 million de jeunes hommes français morts pour la patrie, pour se rappeler des 4 millions de blessés, des gueules cassées, ces hommes amputés, brûlés, gazés, meurtris qui ont porté tout au long de leur vie, dans leur corps ou dans leur chair, dans leur cœur ou dans leur âme, les stigmates de cette ô combien douloureuse épreuve. Commémorer, c'est nous rappeler la fraternité des démocraties avec le sacrifice de ces jeunes hommes venus des 5 continents. Commémorer était aussi l'occasion de nous rappeler la force d'une nation lorsqu'elle est rassemblée et la capacité de la République à préserver la démocratie, y compris dans la tourmente. Commémorer, c'était aussi nous rappeler l'intransigeance dont nous devons faire montre face aux haines, face au racisme et à toutes les atteintes à nos valeurs fondamentales telles que les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité que nous arborons fièrement au fronton de nos mairies. Commémorer pour ne pas oublier que l'histoire peut être un éternel recommencement et que la folie des hommes peut être meurtrière. Et commémorer enfin, mes chers collègues,
pour transmettre à nos enfants un essentiel devoir de mémoire et pour ne jamais oublier le prix de la liberté et le prix de la paix qui, dans notre monde, n'est pas un principe, mais bel et bien une fragile, bien fragile exception. Je vous remercie.